évoluent, les mentalités aussi. Et le rêve d'un Maroc futuriste commence à prendre forme. Mais une faille fragilise ce grand chantier. Les laissés pour compte sont de plus en plus nombreux et à la merci des discours intégristes. La plupart des guides religieuses, les mortidettes, sont issus des classes populaires où sévit le chômage, une façon pour l'État de renouer le dialogue avec les plus démunis. Kenza reprend ses études 15 ans après ses années de faculté. La sélection a été difficile, les 50 femmes qui ont été retenues parmi des centaines devaient connaître par cœur la moitié du Coran. Pour les lauréates, l'entrée dans l'école réserve une bonne surprise. Pendant ma formation, je touche une bourse de 2000 dirhams par mois. Ça fait du bien. Mais j'ai beaucoup de livres à acheter. Et j'ai aussi beaucoup de frais pour mes déplacements, mes transports. Durant sa formation, Kenza a adopté un style de vie très moderne. Elle habite chez sa mère tout près de l'école et ne rejoint son mari et ses enfants que le week-end à Casablanca. Mes enfants comprennent et je leur explique bien sûr la situation. Le dernier est encore petit, mais à lui aussi je lui parle pour qu'il accepte mes absences. Et quand je rentre, il me dit « Tu me manques, tu me manques, tu me manques ». Et il compte sur tous les doigts de sa main. L'éducation religieuse occupe la moitié des cours que suivent Kenza et les autres étudiants. On leur apporte une culture générale. Ils apprennent les grandes lignes de l'histoire du Maroc et quelques notions sur les équilibres mondiaux, les organisations internationales ou les droits de l'homme. Mais au fond, qu'est-ce qui a motivé Kenza et les autres à devenir mortidettes? C'est le premier point qui intéresse Nadia. On est ici pour montrer le droit chemin. Et ce métier est le plus noble qui soit. Notre rôle n'est pas seulement d'intervenir dans les mosquées. Nous travaillerons aussi dans les prisons pour femmes. Les gens là-bas ont besoin d'être guidés. Elles ont commis des péchés, des fautes. Et le fait de séjourner en prison, d'être punies, ça ne sert à rien si on ne retrouve pas le sens des vraies valeurs. Bientôt, ces femmes seront sur le terrain, dans des hôpitaux, des associations de quartier, et confrontées à des conflits familiaux ou même au sida ou à la prostitution. Est-ce que vous pouvez changer le regard que porte la société sur les prostituées? Non, il faut que ces femmes changent d'abord pour que la société les regarde autrement. On doit les aider à se réinsérer absolument, parce que ces femmes font partie de la société. Tout le monde peut se tromper. Elles se sont trompées. Mais vous savez, d'autres personnes font des actes bien plus répréhensibles et ne le montrent pas. À mi-chemin de la formation qui va durer 6 mois, c'est le premier examen de l'année. Les hommes au rez-de-chaussée, les femmes au premier. Les candidates devront analyser le point de vue de plusieurs confréries musulmanes sur un thème précis que je vais leur soumettre. Et elles seront notées sur leur raisonnement. Dans l'article qu'elle écrit, Nadia remarque que la formation n'est plus aussi progressiste et novatrice qu'au début. La pression des traditionalistes est forte. Le programme que suivent Kenza et les autres étudiants s'est considérablement recentré sur les questions religieuses. Mais cette formation fera date en donnant un vrai statut à l'imam. Au-delà, elle reste avant tout le premier message fort adressé à toutes les femmes du monde musulman. Un monde dont on ne voyait pour l'instant que les hommes.
460 km depuis notre point de départ, et voici les premières dunes. Des sommets du Haut-Atlas aux portes du Sahara, nous sommes passés d'un peu plus de 3000 mètres à 500 mètres d'altitude. Et ici, juste après la ville de Mahamrid, le Dra va complètement disparaître. L'eau du barrage n'ira pas plus loin. Enfin, en apparence, parce qu'en fait, le fleuve va continuer sa route jusqu'à l'océan, mais en sous-sol. Ici, à une petite cinquantaine de kilomètres de l'Algérie, c'est aussi le bout du bout de cette immense palmeraie de 26 000 hectares que l'on a traversée. Une palmeraie qui chaque année produit 45 000 tonnes de dattes. Un oued, une vallée où vivent plus de 300 000 habitants. À partir de ces palmiers, les tout derniers sur notre itinéraire, c'est le territoire des caravanes qui ont toujours sillonné le désert. Caravanes de sel ou autres précieuses marchandises comme le safran que l'on récolte un petit peu plus au nord. Le safran, encore un trésor du sud marocain. À Taroudante, comme dans tous les souks du Maroc, c'est la même odeur que l'on peut sentir. Lourde et enivrante, celle des épices, la promesse de saveurs capiteuses. Mais c'est une promesse qui n'est pas toujours tenue, car même les épices peuvent être falsifiées, et surtout la plus précieuse d'entre elles. Est-ce que vous avez du safran? Vous en voulez au détail? Oui. Alors non, j'en ai pas, j'ai que ça. Montrez-moi les petits sachets. Combien ça coûte? 2 dirhams le sachet. De vulgaires barbes de maïs colorées à la poudre de curcuma. Voilà ce que l'on fait souvent passer pour du safran. C'est sucré. Alors c'est du vrai ou pas? Non, à mon avis, c'est pas du vrai, c'est du faux. Pour reconnaître le vrai du faux, il faut le tester, il faut le faire mouiller avec la salive un peu et passer sur un papier blanc. Si ça donne du jaune, c'est du vrai safran. Quand ça donne ocre rouge, c'est du faux. C'est pas facile de vendre du vrai safran, vous savez. Cette balance n'est pas assez performante pour peser le safran au gramme près. Il m'en faudrait une nouvelle. Et encore, j'en vendrai si peu que je ne pourrai pas la payer. Au bout de cette route, quelques filaments d'or rouge assurent la subsistance de tout un peuple. Une épice qui s'achète au gramme près et qui vaut jusqu'à 8 000 € le kilo à Paris. Dans les plis du Djebel Sirwa, les villages berbères de la vallée du Souss représentent une tête d'épingle plantée au cœur des plus hauts sommets d'Afrique du Nord. À eux seuls, les environs de Taliwin fournissent la quasi-totalité de la production de safran du Maroc. À peu près 2 tonnes par an. À 2000 mètres d'altitude, Tisgui rentre doucement dans l'hiver. Bientôt, ces terrasses seront recouvertes de neige. Mais en attendant, il reste quelque chose d'essentiel à faire. Quand le moment arrive, ni Abdallah, ni son épouse, ni sa famille, ni ses voisins, absolument personne ne pourrait le rater. En fait, cela survient en l'espace d'une nuit. À la fin d'octobre, une fleur violine perce la caillasse. Il ne faut pas la faire attendre, c'est une question de survie. La fleur de safran est précieuse et si délicate qu'elle ne peut se cueillir qu'à la main. Sa récolte est une course contre le soleil, car plus la fleur reste en place après son épanouissement, plus l'épice perd de son arôme. C'est pourquoi chacun revient chaque matin cueillir les fleurs qui viennent d'éclore.
Si le soleil touche la fleur, alors on perdra une bonne partie de la récolte. Il faut cueillir la fleur avant qu'elle ne s'ouvre, à cause du soleil, parce qu'une fois ouvertes, elles sont attaquées par les insectes. Le safran, c'est notre seule source de revenus et c'est l'activité principale de tous les villages des environs. Dans la vallée du Souss, toutes les familles cultivent de l'orge et du blé pour se nourrir. Chacune d'entre elles fait aussi du safran afin d'acheter le reste. Mais les terres sont rares et le safran très exigeant. Un hectare ne donnera que 4 kilos d'épices. Il y a encore d'autres raisons pour lesquelles le safran est l'épice la plus coûteuse au monde. Le prix du safran, c'est la récompense du travail et de la patience des Berbères. « 140 000 fleurs passent entre leurs mains pour chaque kilo d'épices qui en sera le produit. Grâce à elles, la famille d'Abdallah peut vivre toute l'année. Grâce au safran, on a à manger. Ça nous permet d'acheter aussi le sucre et la farine. Aucune étape ne pourrait être exécutée par une machine. Ce safran-là, il est encore humide bien sûr. Et lorsqu'il aura séché, il aura perdu les 4/5 de son poids. Pour ramasser et trier 50 grammes de stigmates de safran, il faut travailler du matin jusqu'au soir. Mais lorsqu'il est sec, il ne reste plus que 10 grammes d'épices. Les Berbères ont trouvé une source de revenus qui correspond parfaitement à leur mode de vie. Le safran leur permet de vivre dans les montagnes, dans le secret de leur famille. Abdallah est un des rares habitants de Tizgui à exercer une activité supplémentaire. À quelques reprises dans l'année, chaque famille vient ici. À première vue inaccessible, l'Agadir est un grenier collectif. Il a été construit il y a plusieurs siècles afin de protéger ce que le village comptait de plus précieux. Qu'est-ce que vous avez ramené? Du blé, du maïs. Attendez, j'arrive. Dieu vous bénisse. Abdallah est le gardien de l'Agadir. Chaque famille du village est propriétaire d'une de ces pièces. La pièce de ma famille, c'est celle-là. C'est là qu'on stocke toutes nos provisions. C'est un dépôt, mais les gens n'apportent pas le safran ici. Ils déposent le blé, le maïs, les carottes, un peu de tout, mais pas le safran. Le safran, il doit rester à la maison. Il faut le garder sous la main pour le vendre et trouver de l'argent. À Tizgui, il n'y a pas d'eau courante. Et un groupe électrogène délivre 2 ou 3 heures d'électricité par jour. La cuisine est spartiate, juste un emplacement pour le feu. Dans la pièce commune, il n'y a qu'un seul meuble, un coffre, dont il n'est pas question de se passer. Voilà le safran. Dieu merci, il y en a. Il y a presque 300 grammes. Je peux en tirer 300 €.
Ce qu'il y a de bien, c'est que quand quelqu'un veut rajouter une pièce à sa maison, il peut le faire avec 300 grammes de safran. Celui qui s'est endetté pour toute une année, il peut rembourser grâce à son safran. Chez nous, il n'y a rien qui rapporte autant que le safran. Les meilleures années, Abdallah parvient à récolter jusqu'à 2 kilos de safran, dont il peut tirer jusqu'à 2000 €. Mais pour obtenir ce prix, il faudrait attendre le mois d'avril pour aller le vendre. C'est à cette période que les prix grimpent. Mais quand on n'a pas grand-chose, il n'est pas toujours possible d'attendre. Les petits cultivateurs ne peuvent pas garder leur safran. Ils sont obligés de le vendre très vite parce qu'ils ont besoin d'argent pour vivre. Les acheteurs, eux, ils sont très contents d'acheter quand les prix sont bas. Ils achètent, mais ils ne revendent pas immédiatement, bien sûr. Ils stockent en attendant que les prix grimpent. Lorsqu'il a besoin d'argent, Abdallah prend son sac et part pour une journée de voyage. La majeure partie du safran marocain transite par Taliwin, une petite ville de 12 000 habitants à 70 km de Tisgui. Quelque part, dans un coffre-fort, attend une fortune. « 60 kilos de safran achetés à bon prix par cette coopérative à tous les petits producteurs. Ce qui leur garantit une certaine stabilité des prix, les autres acheteurs étant obligés de proposer au moins autant. Il y a beaucoup d'intermédiaires qui vont dans les souks, qui proposent des prix très très faibles, et ça donne que le producteur ne peut pas y aller très loin dans cette culture s'ils ont continué comme ça. Alors la coopérative, il faut qu'il stabilise les prix, il faut qu'il donne qu'il essaye de donner un peu plus pour encourager les producteurs à ce qu'ils continuent de faire toujours la même culture. À la coopérative, les prix sont fixes, impossible de marchander. Alors Abdallah préfère aller au souk afin de négocier son safran et de tenter ainsi d'en obtenir un meilleur prix. J'en ai 56 grammes. Tu es sûr? On peut le peser encore une fois si vous voulez. Tu en veux combien? 45 €. Tu sais, les prix sont bas en ce moment. On va s'arranger. Donne-moi 35 €. Ah, je sais pas, c'est trop. L'affaire ne se fait pas. À 60 centimes d'euros le gramme, Abdallah veut davantage. Vous pouvez peser ça? Combien t'ont donné les autres? À peu près 40 €. Ah non, c'est trop, c'est pas possible. Moi, je trouve 59 grammes. Ah, c'est bien. C'est bien parce que les autres, ils avaient seulement trouvé 56 grammes. 65 centimes d'euros pour un gramme de safran, Abdallah n'aura pas plus. Ce monsieur a une balance bien réglée. Les autres, ils trichent un peu. Dans le souk, toutes les balances ne sont pas justes. Tu peux trouver des différences de quelques grammes. C'est pas grand-chose, mais ça compte. Je suis content, même si j'ai pas eu le choix. Je peux rien faire. Je dois m'adapter au prix du marché. Dès que les prix auront grimpé, cet acheteur revendra son safran.
Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 65 centimes d'euros le gramme d'Abdallah à Taliwin atteignent 8 euros le gramme à Paris. Demain, Abdallah sera de retour à Tisgi avec les 38 euros que la vente de son safran lui a rapporté. À l'évidence, l'or rouge ne suffira pas à le rendre riche. Mais quand il faut faire face au coup du sort, il y a toujours un peu de safran dans un coffre. Du sable, des cailloux et quelque part sous nos pieds, le drap qui poursuit son incroyable traversée du désert sur 600 km au total. Et puis, de temps à autre, sur l'itinéraire invisible de notre fleuve, des oasis. De précieuses oasis qui ont toujours fait vivre les nomades de la région et un sous-sol riche, paraît-il, qui là fait carrément rêver ces peuples du désert, les Sahraouis. C'est pour cela que, depuis longtemps, de part et d'autre du drap, ils revendiquent et le territoire et leur indépendance. Le vent qui balaye ces plaines sans fin n'a pas effacé les souffrances du peuple sahraoui. Depuis sa révolte, un jour de 1975, son problème territorial n'est toujours pas réglé. Seul, le sang a arrêté de couler sur ses pierres. Seulement, les uns sont toujours dans des camps de réfugiés en Mauritanie, d'autres vivent encore sur les souvenirs de la guerre, du front Polisario armé par l'Algérie, d'autres encore, et au Maroc cette fois, auraient presque baissé les bras, attendant l'indépendance qui leur est refusée. Car le territoire des Sahraouis est un désert, à cheval sur 3 pays. Et depuis plus de 30 ans, aucun des 3 États ne veut céder du terrain. Le Maroc, qui en contrôle 80%, propose bien l'autonomie, mais ce n'est pas suffisant pour ce peuple qui n'a pas renoncé à tous ses espoirs. En marge des intérêts politiques, il y a tout simplement les hommes, les familles dont les racines sont ici. Des racines qui nourrissent des rêves plus simples autour du moindre point d'eau. Il en avait rêvé pendant des années, quand il vivait encore sous la tente. Creuser un puits pour irriguer la terre et créer une petite oasis à l'endroit où il venait garder les chèvres. Aujourd'hui, Barek est arrivé au bout du chemin qu'il s'était tracé. Il cultive le désert. Cette petite ferme de 11 hectares au milieu du Sahara fait figure d'exception. Barek a mis plus de 20 ans à lui donner vie. Il n'a pas eu besoin d'acheter le terrain, c'est celui de sa tribu sahraoui. Pour construire, il a économisé quand il travaillait en France dans les mines de charbon, puis chez Renault. C'était en 1970. Je travaillais en France et les week-ends, quand je ne travaillais pas, je dessinais. Je connais bien mon pays. Même en France, je m'en souviens et je le dessine. Et j'ai fait ce plan. Ici, c'est la piste. Elle passe là et puis elle continue jusqu'à Goulimim. Ici, ce sont les montagnes et là, c'est l'endroit où nous sommes, Borsix. J'aimais ce pays. Je voulais le faire vivre. Alors, j'ai eu l'idée, pour le faire vivre, de créer cette ferme. Kentaoui, le fils de Mbarek, est enseignant à Goulimim, à 100 km au nord. Mais Borsix est son vrai port d'attache. Ici, c'est un autre monde. C'est pas comme en ville. En ville, on est toujours occupé entre le travail et la maison. Ici, je suis heureux. Je me repose. Barek a choisi de développer sa ferme petit à petit. Pas de tracteur, pas d'engrais, juste l'eau,
La terre, le soleil et beaucoup de volonté. Il était le seul à y croire. Aujourd'hui, son fils voudrait aller plus loin. Je pense m'installer ici dans l'avenir et faire des chambres d'hôtes. Ici, c'est l'œuvre de mon père. C'est lui qui a créé ce coin de verdure. Je voudrais poursuivre son travail. Je vivrai ici avec mes enfants. Maintenant, il y a tout. L'eau, l'électricité, bientôt la route goudronnée. On ne manque de rien. Dans cette région qui borde le Sahara occidental, l'État encourage les investissements. Les futurs aménagements touristiques près de l'océan vont amener des visiteurs. La ferme de Borsix pourrait ainsi devenir une étape pour découvrir le désert. Pour Mbarek, né dans une famille nomade il y a 84 ans, le choix de son fils est une grande fierté. L'atout principal de la région, c'est son écosystème. Avec un ami naturaliste, Kentaoui mène une véritable croisade pour préserver les plantes et les animaux du désert. Michel adore les espèces qui font fuir. Eh ben voilà quand même, en voilà un. Eh ben, l'Androctonus amoroxy, ben ceux-là ils sont assez souvent présents ici. Apparemment il a dérangé le pauvre. Et voilà. Tu fais pas du mal comme ça? Non, je fais pas de mal, ni à lui ni à moi. Mais il est pas très agile. La température est un peu fraîche. De toute manière, même quand c'est plus chaud, ils sont jamais agressifs. Avec Michel, j'ai repéré les différences entre les espèces de scorpions et maintenant je n'ai plus peur de les toucher. Quand j'en trouve un près de chez moi, je peux même l'attraper et l'éloigner de la maison. Et on fait la même chose avec les serpents. C'est une forme de communication avec la nature dans sa diversité. Pour moi, la nature ne peut pas se réduire à de jolis oiseaux colorés qui chantent, des papillons, une vision naïve de la nature, hein, d'où on exclut ces éléments jugés indésirables. Il n'y a pas d'éléments indésirables. De nombreuses tentes émaillent le paysage. Et ici, les nomades se déplacent en 4x4. Kentaoui et Michel rendent visite aux familles sahraouis pour profiter de leur grande connaissance du terrain. Les nomades qui pratiquent la chasse sont des observateurs attentifs de la faune. Ici, toutes les familles sont d'origine nomade. On voit beaucoup de tentes cette année, parce qu'il a bien plu. Cette famille est d'ici, mais d'autres viennent de régions du Maroc plus au nord. Ils viennent passer l'hiver au chaud dans le sud. Et par exemple la hyène, je sais pas, avant. Elle t'a dit la hyène, ça fait de 1985 qu'elle n'a jamais vu. Ah bon? Si longtemps. Si longtemps. Et depuis 85. Le serval, ça ressemble à un chat, c'est plus gros, 2 fois qu'un chat peut-être. Le constat de Michel est toujours le même. En 50 ans, de nombreuses espèces ont disparu. À 6 km de la ferme, le village d'Awinet Torkos sera bientôt relié au réseau routier. C'est ici qu'en 1946, l'Institut scientifique chérifien avait installé l'unique station d'études pré-sahariennes du Maroc. C'est dire toute l'importance de la faune de ce coin de Sahara. Le fils du gardien se souvient encore des années passées à côté du fondateur de la station, le zoologue Jean-Bertrand Panouze. Quand j'étais petit, je venais ici voir M. Benouze, bien Mme Benouze. J'étais curieux de voir ici beaucoup de chercheurs de beaucoup de pays qui venaient ici. Ici, c'était les chambres à coucher. Les chercheurs étaient nourris, logés ici. Et ma mère, elle font les pains. Parce qu'ici, il n'y a pas de boutique ici avant, il n'y a rien. Je venais beaucoup les voir, surtout quand ils travaillent avec des scorpions de laboratoire.
Quelquefois, il a amené des serpents, mais j'ai jamais osé de prendre des serpents. Moi. Les scorpions, ok. Les serpents, j'ai jamais osé les prendre. Oui. Après 30 années de recherche et de nombreuses publications, la station d'Awinet Torkos a fermé ses portes. Au plus fort du conflit avec le Polisario, les scientifiques n'étaient plus en sécurité. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus calme et la station d'études retrouve une actualité. Elle pourrait amener les habitants à mettre en valeur et à protéger leur patrimoine naturel. C'est une couleuvre d'Algérie. Elle est blessée, elle saigne, j'ai son sang sur les mains. Elle m'a mordu, sa morsure est inoffensive. Elle était blessée, on est passé plus ou moins dessus avec la voiture, j'ai pas trop bien vu comment ça s'est passé. C'est la première fois que je trouve cette espèce ici. C'est pas une espèce rare. La majorité des serpents du Maroc sont des couleuvres, sont des serpents inoffensifs. À côté de l'ancienne station de recherche, de nouveaux locaux ont été inaugurés en 2004 à l'initiative de plusieurs scientifiques. Michel a aménagé une salle pour ses activités. L'air d'aller bien, on va voir. Là, tu vois, là, il a la tête qui pend comme ça, j'ai pas grand espoir qu'elle survive maintenant. Voilà. Je ne suis pas du tout sûr qu'elle parvienne à vivre. Là. À l'époque où Jean-Bertrand Panouze travaillait, on parlait beaucoup moins de sauvegarde, la faune était bien plus abondante, elle s'est raréfiée, d'où l'urgence de la protéger partout sur la planète et notamment ici. En tout cas, nous, notre but, c'est de la sauver là où on oublie qu'elle existe, au Sahara, dans une région du Sahara. On pense toujours au Sahara comme un milieu désert, bien non, c'est un milieu vivant. Pourchassés par les habitants, la plupart des cobras ont disparu de la zone. C'est le cas aussi des crocodiles qui vivaient près des ouèdes et des gazelles. Il va aller là-bas parce que c'est sombre, c'est une possibilité de cachette pour lui. Les cobras n'attaquent pas, là ils cherchent à partir vers les pierres qu'ils voient. Voilà. Voilà, beau cobra. Il nous montre sa présence. Sous la tente installée dans la cour de la ferme, Kentaoui et Michel racontent leur découverte. Le désert est une vraie chance pour attirer des visiteurs. 30 ans après son retour au pays, Barek a réussi son pari. Sa région reprend vie. Écoute-moi bien, ce ne sont pas mes enfants qui vont s'en aller. Ils vont rester ici, ils ne vont pas partir ailleurs. Ce sont les autres qui vont venir s'installer ici, à côté d'eux. Après 600 km sous le sable et les cailloux du Sahara, le fleuve invisible retrouve l'air libre. Le Dra sort de terre pour franchir la dernière longueur qui le sépare encore de la mer, une 50aine de kilomètres plus loin. Après avoir laissé son empreinte, même discrète, partout où il est passé, il achève ici sa route que nous avons suivie en terre presque inconnue et à travers un Maroc toujours authentique et chaleureux. Pour nous, comme pour le Dra, c'est ici la fin du voyage. Souvenez-vous qu'il n'était qu'une goutte d'eau dans les montagnes du Haut-Atlas et qu'une multitude de petits ruisseaux l'a rendu fort, capable de franchir tant d'obstacles comme ce désert et ce mur qui se dresse en travers de sa route. Alors, il est bien normal qu'après un millier de kilomètres, ce fleuve arrive ici épuisé après avoir tout donné, y compris des rêves. Ici, pour lui, il commence une autre vie, s'ouvrent d'autres horizons que nous découvrirons peut-être ensemble. Qui sait ?
Très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Retrouvez Faut pas rêver sur France3.fr.